En France, à chaque fois que l'on trouve le corps d'une personne non identifiée, des techniciens de la police interviennent. Quand et où la victime est-elle décédée, les spécialistes passent le cadavre au peigne fin. Chaque année, en France, les instituts médico-légaux pratiquent environ 8000 autopsies. Leurs indications permettent de mieux comprendre les circonstances de la mort. Mais parfois, c'est l'identité même d'un cadavre que recherchent les légistes. Il y a en gros deux cas de figure. Schématiquement, il y a un corps qui est décédé depuis très peu de temps, donc qui est tout à fait reconnaissable visuellement. On sait également des vêtements qu'il porte. Et puis l'autre cas, qui est le squelette, c'est-à-dire on n'a retrouvé bien sûr que des débris osseux. Il y a le squelette entier et le squelette qui n'est pas entier. Faire parler un mort n'est pas chose aisée, mais il faut savoir que chaque organe peut révéler une information. Grâce à l'étude des os, on peut tout d'abord déterminer le sexe d'un individu, les femmes ayant un bassin plus large que les hommes. Même si l'on ne possède pas le squelette entier, la taille du fémur permet d'établir la taille de la victime. L'écartement du nez permet d'identifier l'origine ethnique. Et pour connaître l'âge du sujet, on observe l'état de calcification de ses os et l'apparence de sa boîte crânienne. Autre information importante, l'histoire médicale de l'individu. On l'obtient par la radiographie des os du cadavre. La radiographie a un intérêt, c'est de retracer l'histoire chirurgicale du sujet. S'il a été opéré, ça peut être un pontage coronarien, ça peut être également un élément de prothèse au niveau du rachis cervical qu'on mettra en avant, ou c'est un sujet qui peut avoir un accident de chasse, et il peut lui rester des plombs. C'est ce qu'on voit sur cette radio. De même, une fracture ancienne, un cal osseux, peut être un élément qui va favoriser l'identification d'un sujet décédé. Autre mine d'informations, les dents et les marques de soins dentaires qu'elles ont pu subir. Les dents de chaque individu sont extrêmement intéressantes dans la mesure où c'est le matériau le plus résistant de l'organisme. Ça résiste très très bien à l'immersion, au feu, à la putréfaction. Et c'est quelque chose qui est caractéristique, si vous voulez, de chacun d'entre nous. Et par rapport aux empreintes digitales qui, elles, si vous voulez, vont pouvoir être détruites par le feu, par la putréfaction, des choses comme ça, eh bien les dents, elles, vont résister d'une manière quasiment ad vitam aeternam. Plombage, bridge ou couronne, les soins dentaires constituent une véritable carte d'identité posthume. Pour examiner la dentition sous toutes ses coutures, on utilise cette mini-caméra. Démonstration pratique avec ce fragment de dent équipé d'une vis retrouvée dans les décombres d'un incendie où une femme était portée disparue. La comparaison de cette dent avec une radio dentaire de la victime présumée, récupérée chez son dentiste, a prouvé formellement que cette femme avait bien péri dans l'incendie, même si cette dent est tout ce qui restait de son corps. Autre élément très résistant, les cheveux. L'intérêt du cheveu en médecine légale est de permettre, au travers de son analyse, la mise en évidence de toute absorption de substances chimiques, médicamenteuses ou stupéfiantes, par exemple. Sa croissance étant d'environ 1 cm par mois, on pourrait prendre l'exemple d'une femme ayant des cheveux de 24 cm. Ça nous permettrait de remonter sur son absorption médicamenteuse ou autre sur une période d'environ 2 ans. Seul bémol, pour détecter la présence d'une substance dans les cheveux, il faut que celle-ci ait été absorbée pendant une assez longue période. Dernière technique, encore expérimentale pour faire parler un mort, la reconstitution d'un visage à partir d'un crâne. Tout commence par la prise des mesures exactes de la boîte crânienne. À partir de ce crâne, en os et en dents, nous allons faire une empreinte extrêmement précise au millimètre près et nous allons faire une reproduction en plâtre de ce crâne. À partir de là, en fonction du sexe et de l'âge qui auront été déterminés sur le plan anthropologique, nous allons déterminer les épaisseurs de muscles et de tissus qui vont nous permettre de faire une reproduction faciale la plus proche possible de ce que pouvait être effectivement la personne recherchée. C'est ensuite à l'ordinateur de jouer afin de présenter plusieurs portraits robots selon la couleur et la coupe de cheveux. Les résultats de cette méthode d'identification sont encore modestes, seulement 25% de réussite. Mais grâce à toute cette palette de techniques, les médecins légistes parviennent à mettre des noms sur ces corps anonymes. Grâce à elles, ils élucident des crimes et surtout permettent aux familles de faire enfin le deuil de leurs disparus.
Sachez qu'il existe d'autres techniques pour déterminer l'identité d'un cadavre, comme les tests ADN. Et oui, la génétique est vraiment en plein essor, avec des laboratoires qui se créent, des découvertes qui se succèdent, et grâce à cette discipline, on peut également confondre des coupables, et aussi innocenter des personnes accusées à tort. Comment ça marche, un test ADN ? 18 juillet 1996, Caroline Dickinson, une jeune Anglaise, est violée puis assassinée à l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère. 2 jours après les faits, Patrice Padet, un routard de passage dans la ville, est arrêté puis placé en garde à vue. Pour les gendarmes, l'affaire est claire. Malheureusement pour moi, je passe dans ce bled. Tu vois, bon. Alors un tatouage, le sac à dos, les cheveux un peu plus longs que je les ai maintenant. Le coupable idéal, c'était moi, quoi. Hein, c'est tout. Voilà. Placé en garde à vue, harcelé de questions par les gendarmes, Patrice Padet craque, il avoue tout. Il a cédé à 3 heures de la fin de la garde à vue. Il a cédé. Il a raconté n'importe quoi. Il a dit, voilà, j'ai vu une jeune fille blonde, etc. Mais des choses aberrantes qui n'avaient rien à voir avec la réalité et qui auraient dû d'ailleurs étonner pour le moins les gendarmes qui l'interrogeaient. Non. On est parti sur ce qu'il avait dit. Il avait dit que c'était lui à la 45e heure. Heureusement, par surcroît de précaution, le juge a ordonné une expertise génétique. On a retrouvé du sperme sur le corps de la victime. Son ADN va être comparé à celui de Patrice Padet. L'analyse se déroule dans un laboratoire identique à celui-ci. Avec beaucoup de soins, l'ADN est extrait du prélèvement et purifié. 235,53 Puis, une enzyme, une protéine spécialisée va se mettre au travail. Elle va recopier à des millions d'exemplaires des morceaux de cet ADN. Des morceaux dont le nombre et la taille varient pour chaque individu. Il suffit alors de regarder la taille des morceaux obtenus pour caractériser l'ADN. C'est le travail que cette machine effectue automatiquement. Le résultat, ce graphique, est unique pour chaque personne. C'est le profil génétique. On obtient un profil génétique pour chacun des échantillons. Donc par exemple, ici, on a établi le profil génétique d'un suspect mis en cause dans une affaire de viol. Son profil génétique est ici. Et on va comparer ce profil génétique à un profil déterminé à partir de spermatozoïdes prélevés sur une victime. Dans l'affaire Dickinson, un laboratoire a pu établir le profil génétique de ces spermatozoïdes et dans un premier temps, un suspect a été comparé à ce profil génétique. Le profil génétique du suspect mis en cause n'était différent, donc il a pu être exclu de façon très nette. Et voilà comment Patrice Padet, qui risquait la prison à vie, a retrouvé la liberté après 17 jours de détention. Voilà un homme en tout cas qui tous les jours remercie la science, c'est bien Patrice Padet. Parce que, il le dit, il aurait vécu au siècle dernier, ou même seulement avant 1981, date de la disparition de la peine de mort, cet homme-là était un homme qui devait disparaître physiquement, parce qu'on aurait considéré qu'il était coupable, point final. La justice vient donc de trouver une alliée précieuse pour établir la vérité. Voilà au moins une utilisation de la génétique qui mettra tout le monde d'accord. Alors, tu prends de la graisse ? Et sachez que la fiabilité des tests génétiques, lorsqu'ils sont possibles, dépasse les 99,99%. Aux États-Unis, on utilise une toute autre méthode. Quand on veut savoir si quelqu'un dit ou non la vérité, on le passe au détecteur de mensonges, une machine qui, il faut bien le dire, nous laisse souvent incrédules. Cet appareil peut-il vraiment déceler les mensonges d'une personne suspecte, même si elle s'est bien entraînée? Et si finalement c'est le cas, pourquoi ne s'en sert-on pas chez nous? Vous avez déjà vu cet appareil au cinéma. C'est le fameux détecteur de mensonges, en réalité appelé polygraphe. Pour comprendre son fonctionnement, nous avons simulé une enquête judiciaire. Nous sommes aux États-Unis, dans le cabinet d'un détective privé du Michigan, où cet homme a été convoqué pour subir un interrogatoire. During this first test, I'm going to be adjusting the instrument to exactly what's normal for you as you sit here right now. Depuis plus de 50 ans, tous les enquêteurs du pays, privés ou publics, peuvent utiliser le polygraphe pour leurs enquêtes. Avez-vous planifié avec une autre personne de voler cette voiture rouge? Non. La machine analyse 3 types de réactions du corps.
Ces réactions, physiologiques, incontrôlables, sont censées indiquer si le suspect raconte ou non la vérité. Ce sont la tension artérielle, le rythme respiratoire et la conductivité électrique de la peau. À l'aide de ces 3 paramètres, les spécialistes affirment parvenir à savoir, dans 70% des cas, si le témoin interrogé dit ou non la vérité. M'avez-vous dit toute la vérité sur l'ensemble des questions que nous avons évoquées? Mais comment, ensuite, les enquêteurs utilisent-ils les résultats du polygraphe? Aux États-Unis, le polygraphe est surtout utilisé comme un outil d'enquête. On s'en sert pour vérifier le degré de vérité des accusations ou des témoignages autour d'un crime. Il sert aussi lorsqu'une information semble être fausse, mais fournit des indices supplémentaires. Cela perturbe le suspect et parfois on obtient un aveu. Par exemple, si les résultats indiquent un mensonge, on va en effet les montrer au suspect en espérant obtenir des aveux. L'astuce, c'est qu'on lui fait croire que le polygraphe est infaillible et du coup, le suspect se sent obligé de dire la vérité. Mais que montrent réellement ces résultats? Il faut savoir que l'examen est d'abord composé de questions liées à l'enquête dont l'enquêteur lui-même ne connaît pas les vraies réponses. Et ensuite, des questions dites questions témoins dont on est sûr des réponses. Vivez-vous maintenant dans l'Ohio? C'est en comparant les 2 séries de questions que l'on va chercher les traces d'une réaction de stress. Regardez cet exemple d'une personne qui a beaucoup menti. Voici une question concernant le crime. Et en voilà une autre, anodine pour comparer. Ici, on peut voir un changement dans la pression artérielle du sujet. Elle correspond à une augmentation de la conductivité de la peau. Et également, un bref arrêt de la respiration. Alors ceci est un exemple très clair de quelqu'un qui ment. Cette facilité d'utilisation fait qu'aux États-Unis, le polygraphe est de plus en plus utilisé et même pour d'autres types d'enquêtes. Ainsi, les avocats, les assureurs et même certains employeurs s'en servent pour vérifier des informations. La machine fonctionne même dans certains cas pour résoudre des conflits entre époux. Des pays d'Europe comme l'Allemagne et la Belgique commencent à l'utiliser. En France, en revanche, on se refuse toujours à faire appel aux détecteurs de mensonges. Nous avons abandonné en France la symbolique de l'aveu. Donc on va rechercher des éléments objectifs en dehors de l'individu qui permettront de déterminer la culpabilité de la personne. En fait, chez nous, la police technique et scientifique remplace le détecteur de mensonges. Les Américains ne s'embarrassent pas de ce genre de précautions. Écoutez l'avis de ce professeur de criminologie qui étudie le détecteur de mensonges depuis plus de 30 ans. Dans la majorité des enquêtes pour homicides qui vont au tribunal, on n'effectue pas d'analyse ADN. Le polygraphe joue alors un rôle important, car pour lui, il suffit que l'on identifie un suspect et que cette personne se souvienne si elle participait ou non à l'événement en question. En effet, l'analyse de l'ADN est pratiquée aux États-Unis dans un tiers seulement des enquêtes criminelles. Selon le département de la justice, le coût des analyses est tellement élevé que l'utilisation du polygraphe permet non seulement d'économiser, mais souvent d'obtenir des informations pour confondre un suspect beaucoup plus rapidement. À l'Université d'État du Michigan, dans le département du professeur Horvath, on étudie le détecteur de mensonges sous toutes les coutures. Expérience avec ces 2 étudiantes. Courtney la blonde et Rima la brune participent à une étude sur les contre-mesures. Autrement dit, l'une d'elles va essayer de tromper la machine. Pour cela, un scénario évidemment factice a été prévu. L'une des 2 filles est censée avoir réalisé un crime, voler de l'argent. Et pour que l'étudiante se mette vraiment dans la peau du coupable, elle va réellement accomplir son méfait en suivant les indications du scénario. Ensuite, son rôle est simple, elle devra utiliser toutes les ruses possibles pour tromper l'examinateur qui ne sait pas laquelle des 2 a volé. Avez-vous ouvert l'enveloppe volée dans le bureau du professeur? Non. Avez-vous déjà volé quelque chose qui ne vous appartient pas, même une fois dans votre vie? Non. Bilan après 2 heures d'interrogatoire. Ces résultats me semblent montrer que cette personne s'engage dans des contre-mesures. Elle essaye de tromper l'examen.
On voit beaucoup d'inspirations prolongées et de souffles irréguliers. En plus, des trajectoires indiquent des altérations délibérées. À mon avis, c'est Courtney qui a pris l'argent et pas Rima. En effet, c'est Courtney qui est bien coupable. Malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à tromper la machine. Alors, en réalité, combien de personnes peuvent le faire ? Les études suggèrent que oui, on peut tromper le polygraphe avec suffisamment d'entraînement. Mon travail consiste donc à savoir comment et à évaluer où en est la détection des contre-mesures. Une préoccupation majeure pour les partisans du polygraphe. Mais s'il est prouvé qu'on peut tromper le détecteur de mensonges, pourquoi cet appareil tient-il une place aussi importante dans le système américain ? Le système américain est un système dans lequel il est interdit de mentir par la loi et même moralement. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes pris en flagrant délit de mensonge, c'est que vous êtes coupable. Est-ce que c'est la vérité qui est considérée comme un élément de preuve ou est-ce que c'est la recherche du mensonge qui sera considérée comme un élément de la culpabilité de la personne ? C'est tout le paradoxe du système américain. Et oui, aux États-Unis, le mensonge est interdit. Mentir, même quand on est innocent, vous rend presque coupable. Tant que l'honnêteté tiendra une place si importante dans la justice américaine, le détecteur de mensonges aura de beaux jours devant lui. Et vous l'aurez compris, en France, on n'est pas prêt de voir arriver le détecteur de mensonges. Beaucoup de Français se plaignent, non sans raison, de l'insécurité qui règne dans notre pays. Mais si cela peut les consoler, il y a des endroits où la situation est infiniment pire. Par exemple, en Afrique du Sud, un des endroits les plus dangereux de la planète. Conséquence logique, c'est là-bas que l'on trouve les techniques les plus en pointe pour résister aux agressions, comme l'attaque de son véhicule à main armée. Regardez. Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud, la ville la plus riche du continent noir, mais aussi la capitale mondiale du crime. La spécialité locale, c'est le carjacking, le détournement de voitures à main armée. Ils sont produits 15 000 chaque année dans le pays, dont 70% à Johannesburg. Regardez ce document amateur. L'homme en blouse bleue fait mine de traverser. Il s'approche du conducteur et le menace pour le forcer à laisser monter 2 complices à l'arrière. On voit à peine le pistolet dans sa main. En quelques secondes, le tour est joué, la voiture s'éloigne, le conducteur et son passager sont pris en otage. Le carjacking, Richard Brusseau en a fait son gagne-pain, mais lui ne vole pas. Au contraire, après 11 ans dans la police, il fait profiter les victimes potentielles de son expérience. Ses clients, les habitants des banlieues riches du nord de la ville. 52% des attaques ont lieu devant le domicile, surtout entre 6 et 8 heures du soir. Moi, je garde toujours ma voiture de façon à avoir une possibilité de fuite vers l'avant, le côté et l'arrière. Dans cette position, impossible de me bloquer. J'attends que la grille s'ouvre et alors seulement je m'engage sur la rampe. Ne pas se laisser surprendre et survivre à une attaque, c'est ce que Richard enseigne à des élèves de toutes origines. Car il ne faut pas oublier qu'ici, les 3/4 des victimes sont noires. Point the firearm. Hands up. Unlock the door. What's he doing? Are you gonna go? Hey. Pour faire passer son message, l'ancien policier alterne humour et électrochoc. Pendant une demi-heure, Richard répète inlassablement les réflexes à adopter pour abandonner sa voiture sans un geste menaçant envers le braqueur. When I'm out, shield the body. Turn in this manner. Remember, if a bullet hits you, it wants to hit you there, not front or rear. Hands in front of the face. In front, yeah? Yeah. Remember, here's the gun. Move backwards. Up, door, left hand. Up, door, left hand. Des centaines de compagnies privées proposent leurs services contre la criminalité. Parking avec gardes armés, alarmes et protection en tout genre. Ce marché en plein boom pèse 11 milliards de francs par an. Mais la technologie la plus en pointe contre les braqueurs de voitures fait carrément appel aux techniques spatiales. Pour la découvrir, direction Durban, la 3e ville du pays sur la côte de l'océan Indien. Regardez cette véritable forteresse privée nichée dans la banlieue industrielle. C'est le siège d'une des 4 sociétés sud-africaines qui propose aux conducteurs un satellite comme ange gardien. Nous sommes dans l'un des ateliers où nous installons notre dispositif de protection. Ici, on est en train d'équiper un taxi collectif et là, à côté, une voiture particulière. Il y a 22 logements possibles pour notre appareil et tous sont secrets. Pour des raisons de sécurité, le client doit ignorer où il est installé et à quoi il ressemble. Pour les mêmes raisons de sécurité, il nous sera interdit de filmer la petite boîte magique.
Il s'agit en fait d'un émetteur-récepteur actionnant une série de commandes électriques. Une fois ce système mis en place, votre voiture peut être suivie à des milliers de kilomètres de distance depuis une salle de contrôle. Un véritable bunker où le seul maillon faible, ce sont les opérateurs. La société les passe donc tous les 8 mois au détecteur de mensonges et leur interdit de parler de leur travail, même à leur famille. Le trésor à protéger tient dans ce réduit. Voilà le cerveau de tout le système. Des ordinateurs en réseau, un logiciel que nous avons conçu et toutes les données concernant les voitures de nos clients. C'est ici que sont traités 90% des appels de tous nos abonnés en Afrique du Sud. Si l'un des 7000 abonnés de la société est victime d'un braquage, il lui suffit d'appeler ici et l'ordinateur prendra aussitôt en charge la récupération du véhicule volé. Pour mieux comprendre, nous avons organisé une simulation. Dans la banlieue de Durban, le propriétaire d'une puissante berline est en train de quitter sa maison. Un braqueur le guette près de la barrière d'entrée et se jette sur lui. Dès la fin de l'agression, la victime appelle le central. Tout ce qu'elle doit faire, c'est donner à l'opérateur son code personnel. Après une rapide vérification d'identité, l'homme au bout du fil saisit les informations sur le lieu, l'heure et les circonstances du vol. L'ordinateur lui indique alors les équipes de recherche disponibles. D'un seul clic, l'opération est lancée. L'ordinateur adresse un message d'alerte sur le pager de l'équipe au sol. Le message est confirmé au téléphone par l'opérateur. Simultanément, une deuxième équipe, composée elle aussi d'anciens militaires et policiers, monte à bord de l'hélicoptère de la compagnie. Mais ce n'est pas tout. En déclenchant l'alerte, l'ordinateur a aussi envoyé un signal par satellite. Ce signal arrive au fameux récepteur caché dans la voiture. À son tour, le récepteur envoie un signal que les équipes de récupération vont capter et qui va permettre de repérer la position du véhicule. Encore plus fort. Depuis la salle de contrôle, l'opérateur commande à distance la voiture volée, toujours via satellite. D'un seul clic, il va ainsi couper l'alimentation d'essence et allumer les feux de détresse. Une précaution pour les autres usagers de la route, car au bout de 90 secondes, la voiture s'immobilise. Pour le voleur, il ne reste plus qu'à fuir. L'hélicoptère est généralement le premier sur les lieux. Une fois le véhicule repéré, il ne reste plus qu'à guider l'équipe au sol. Celle-ci, après avoir vérifié que tout danger est écarté, reprend possession du véhicule. Chaque année, ces équipes récupèrent ainsi 500 véhicules sans tirer un coup de feu. Et une fois sur 5, c'est le propriétaire lui-même qui va directement récupérer sa voiture. En pianotant sur son portable, il peut très simplement bloquer son véhicule à distance. Ce système sera-t-il un jour importé en Europe? Rien qu'en France, l'an dernier, 86 000 voitures ont été volées. Espérons qu'on n'en arrivera pas là. Il est facile à un pirate de venir espionner le contenu de votre ordinateur si celui-ci est connecté à un réseau ou même à Internet. La parade, c'est bien sûr de tout débrancher. Mais même ainsi, savez-vous que votre collègue de bureau, votre voisin, peut encore facilement savoir, à distance, ce que vous faites sur votre écran? La preuve avec des démonstrations surprenantes. Quand on parle de piratage informatique, on pense d'abord aux hackers, ces spécialistes qui parviennent à distance à pénétrer dans tous les ordinateurs, même les mieux protégés. Pour réussir cela, ils utilisent les lignes téléphoniques et les réseaux informatiques. Pourtant, il existe d'autres moyens, moins connus, mais tout aussi efficaces. Ces moyens, on les décortique ici, au centre électronique de l'armement. Ces ingénieurs travaillent sur tous les systèmes de piratage possibles et voici ce qu'ils arrivent à faire. Dans ce bureau, un employé vient d'ouvrir un document classé secret défense. Son ordinateur n'est relié à aucun réseau. Il peut donc travailler tranquille. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car regardez, dans la pièce voisine, à quelques mètres de là, on est en train de pirater son écran. Alors pour réaliser l'interception, la chaîne de mesure nécessaire est constituée d'une antenne de réception, d'un récepteur que l'on peut assimiler à un récepteur radio avec des performances meilleures toutefois, et d'un système de reconstitution des vitesses de balayage associées à l'écran que l'on souhaite intercepter.
Et voilà le résultat. Certes moins clair que l'original, mais lisible. Et avec un peu de temps, on peut améliorer la réception. Un piratage possible parce qu'un simple ordinateur est aussi un véritable émetteur radio. Tout se passe au niveau du cordon qui relie l'unité centrale à l'écran de l'ordinateur. C'est par lui que passent les signaux qui forment l'image. Mais comme il se comporte aussi comme une antenne, il émet donc ces signaux qu'un pirate peut récupérer. Et si l'on veut pirater un autre ordinateur, on se sert de la vitesse de balayage de l'écran. On la repère ici par ces traits noirs qui défilent sur l'image. Chaque type d'écran a une vitesse de balayage qui lui est propre. Il suffit de la trouver, exactement comme si on changeait de station de radio sur un tuner. Notre récepteur. Démonstration. Voici ce qui est écrit sur l'écran de gauche. Et voici ce que l'on récupère dans la pièce voisine. Aujourd'hui, de nouvelles normes de fabrication rendent les ordinateurs moins rayonnants, donc a priori plus difficiles à pirater. Pourtant, regardez ce clavier sans fil, un modèle très récent. Théoriquement, pas de danger de piratage, sa portée est limitée à seulement 3 mètres. Mais voilà ce que l'on peut faire dans une pièce située à 30 mètres de là. Pas de fil, pas de trucage. Quand la victime tape son code secret, seules de petites étoiles apparaissent sur son écran. Pour le pirate, c'est le mot de passe réel qui s'affiche. Dans ce bâtiment, des gens utilisent un clavier sans fil à émission radio pour activer leur poste. Les signaux émis par ce clavier radio sont récupérés non seulement par le récepteur qui l'envoie sur le moniteur adéquat, mais aussi captés par le réseau électrique qui distribue ces signaux dans tout le bâtiment. Il suffit d'avoir un récepteur similaire à celui utilisé par l'ordinateur. En le plaçant sur l'alimentation électrique, de cette façon, je capte aussi ces signaux, le réseau électrique se conduisant comme une antenne émettrice. Plutôt inquiétant. Rassurez-vous, la parade existe, la voici. Voici le type d'équipement que l'on peut utiliser pour se prémunir contre les risques d'interception vidéo. Ce sont des équipements entièrement blindés, que l'on peut utiliser par exemple dans les ambassades et qui se caractérisent par un prix de l'ordre de 5 fois le prix d'un équipement standard. Un peu cher, mais c'est le seul bouclier contre cette forme de piratage. Sans lui, vous pourrez dire adieu à vos petits secrets. Décidément, on n'est à l'abri nulle part. La bataille économique fait rage et dans cette bataille, tous les coups sont permis, par exemple, celui qui consiste à espionner ses concurrents, comme un mauvais élève qui copie par-dessus l'épaule de son voisin. L'espionnage économique est une activité en pleine expansion, et notamment grâce à des technologies de plus en plus sophistiquées. Une enquête de E=6. Regardez cette caméra, l'une des plus petites du monde. Fixée à une simple boutonnière, elle permet de filmer en toute discrétion. Très pratique pour le nouveau terrain de chasse de l'espionnage, les entreprises. C'est ce que l'on appelle l'espionnage industriel. Dans la guerre économique actuelle, le moindre plan, contrat ou projet secret qui traîne dans un bureau intéresse fortement la concurrence. Pour espionner, tous les moyens sont bons, à commencer par les fameux gadgets du type James Bond. Mini labo photo ou caméra cachée dans un système d'alarme. Mais il y a plus simple et plus original. Pour récolter les informations, l'imagination des espions ne connaît aucune limite. Alors les espions, ils utilisent des procédés aussi extraordinaires que d'avoir par exemple de visiter des usines avec des gants sur lesquels il y a un produit magnétique de façon à recueillir des poussières de métal et ensuite pouvoir les analyser, savoir à quoi elles correspondent. Ou bien se pencher au-dessus du bac dans lequel il y a un liquide particulier et à laisser tremper sa cravate. C'est une chose qu'on a vue. L'espionnage industriel, c'est aussi tout bonnement l'écoute téléphonique. Chaque année, les entreprises françaises seraient victimes de milliers d'écoutes illégales. Sur les lignes téléphoniques, bien sûr, mais aussi sur les fax, les ordinateurs ou les réseaux informatiques. Allô ? Allô, allô ? Pour cela, le matériel d'espionnage est de plus en plus efficace et de plus en plus discret. Exemple, ce micro-émetteur dans un téléphone ou dans un répartiteur téléphonique, pour une réception à distance.
fait, on va plutôt choisir l'option 64 mégas. Hein. Bah, écoutez, le projet, on y travaille encore. Je pense que de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer en concurrence directe avec eux. Quant à cette pince, elle peut intercepter par simple contact sur un câble des données informatiques. Mais au fait, qui sont les espions? Peut-être un employé de la société qui aurait peut-être certaines compétences techniques, à qui on va donner un budget et à qui on va dire débrouille-toi. Peut-être est-ce que ça peut être un détective privé peu scrupuleux? Peut-être quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'anciens services qui s'ennuient, peut-être, et qui veulent mettre à profit leur expérience. Patrick Baril est le fils de Paul Baril, un nom qui évoque justement une sombre histoire d'écoute téléphonique. Patrick, lui, propose ses services pour détecter les éventuels systèmes d'espionnage cachés dans une entreprise. Celle-ci s'est justement inquiétée d'un étrange grésillement sur son téléphone. Verdict ? Bon, là, il s'agit vraisemblablement d'une machine à laver ou alors d'une machine à café, un appareil qui crée des parasites sur la ligne secteur. Et oui, la pêche est souvent maigre, mais l'activité est très lucrative. Alors, où peut-on acheter du matériel d'espionnage ? Aujourd'hui, donc, le matériel d'écoute est complètement prohibé, mais il est vrai qu'on arrive à voir certaines publicités dans des magazines notamment spécialisés qui font des annonces pour ce type de produit. Mais il faut savoir que c'est normalement totalement interdit, la vente en est interdite et la publicité également. Mais l'espionnage industriel, ce n'est pas qu'une affaire de petits micros. Dans la plupart des cas, il suffit d'avoir le sens des relations humaines. 80% quasiment de l'espionnage industriel est un fait humain, pur et sans aucun moyen. C'est tout simplement la secrétaire que l'on va essayer de soudoyer avec un peu d'argent. Ça va être une photocopie pirate. On doit faire une photocopie, on en fait deux parce qu'on se dit tiens, je pourrais peut-être monnayer ça à l'extérieur. Ça peut être tout simplement un ancien employé qui va partir, qui va vendre un fichier client. Le mythe de l'employé corrompu à la solde de la concurrence peut donc être une réalité. Le problème, c'est que ce genre d'espionnage ne laisse généralement aucune trace. Témoin, l'affaire Cabas. En 1983, ce fabricant d'enceintes haut de gamme se fait subtiliser une carte électronique. Cette carte pilotait une machine fabriquant la membrane révolutionnaire de nouveaux haut-parleurs. La DST interroge tous les membres du personnel. Les journaux y vont chacun de leur petite histoire. Mais 14 ans plus tard, le mystère n'est toujours pas élucidé. Il est évident que le personnel ou les ingénieurs peuvent trahir la maison comme n'importe quel espion, peuvent être des espions, peuvent partir avec des plans, enfin n'importe où. Ça s'est vu ailleurs, quoi. Non, pour nous copier, la meilleure solution serait de racheter notre affaire. Hein. C'est sûr, tant qu'à acheter tout le personnel, autant acheter carrément la société. Mais parfois, une simple confidence suffit à faire perdre des millions à une entreprise. Les salons professionnels sont les endroits propices à ce genre d'activité. Les industriels japonais ou coréens sont passés maîtres dans l'art d'y faire leur marché. Disons que là, en l'occurrence, ici, on oublie parfois que les premiers visiteurs, ce sont les concurrents, à l'affût de la moindre information. Attention donc à la petite phrase de trop qui peut atterrir dans l'oreille de votre pire ennemi. Sans même aller recueillir des informations confidentielles dans les salons, il existe un moyen simple de faire de l'espionnage économique de manière tout à fait légale. Il s'agit de se documenter, de lire les revues spécialisées, d'acheter et d'étudier les produits de la concurrence. On appelle ça de la veille technologique. Les cartes à puce sont de plus en plus utilisées. Le système est pratique, mais a un gros défaut. Une carte, ça s'emprunte, ça se vole, comme le code secret qui l'accompagne. C'est pourquoi dans quelques années, toutes ces cartes disparaîtront peut-être au profit du système infalsifiable, basé sur la reconnaissance directe de notre personne. C'est la sécurité au doigt et à l'œil. L'Office de protection des réfugiés et apatrides à Fontenay-sous-Bois. C'est ici que l'on traite les demandes d'asile. Sur chaque dossier, les demandeurs doivent faire figurer les empreintes digitales de leurs deux majeurs. Pour éviter les fraudes et les demandes multiples, ces empreintes vont être analysées et éventuellement comparées à quelques-unes des 223 000 empreintes stockées ici depuis 8 ans. Voilà les empreintes que nous avons dans la base permanente et voilà les empreintes que j'ai rentrées. Il se trouve que c'est exactement la même personne, le même état civil, mais cette personne a déjà fait une demande à la préfecture de Nanterre et a fait une deuxième demande à la préfecture de Paris.
Le système d'identification par empreinte digitale est beaucoup plus fiable que celui utilisant la photo du visage ou la signature. Et grâce à l'informatique, il est désormais facile de comparer les empreintes. C'est pourquoi les applications se multiplient. Exemple, ce petit appareil qui reconnaît automatiquement votre empreinte. Pour accéder à un site informatique confidentiel, vous devez montrer patte blanche. Impossible de vous confondre, car même deux jumeaux ont des empreintes totalement différentes. La photographie obtenue est analysée par le programme informatique à partir de 80 points caractéristiques. Il n'y a plus ensuite qu'à la mémoriser sur une puce ou sous la forme d'un code barre. Voici encore plus étonnant. Regardez bien ce distributeur de billets expérimental dans une banque anglaise. Il permet de retirer de l'argent à l'œil. Pour s'identifier, l'utilisateur a le choix. Soit il compose son code, soit il présente son visage et surtout son œil à la caméra. Plus de signature ou de pièces d'identité. Pouvez-vous regarder la caméra, s'il vous plaît? Et vos lunettes ne posent pas de problème? Non, les lunettes, ça ne pose aucun problème. Je porte aussi des lentilles de contact, mais c'est comme si mes yeux étaient parfaitement normaux. J'ai 5 cartes différentes et j'ai besoin de me rappeler du code de chacune d'elles. Alors l'utilisation de cette machine me simplifie beaucoup la vie. Le système repère et photographie l'iris de votre œil, c'est-à-dire la partie colorée. Comme l'empreinte digitale, cet anneau possède des motifs minuscules propres à chaque individu. Même votre iris droit diffère de votre iris gauche. Chacun est transformé en un code barre absolument unique. Mais quel est le meilleur système? L'iris ou l'empreinte du doigt? En fait, on s'est aperçu que dans certains pays, la reconnaissance d'empreintes digitales était associée avec de la fraude, avec quelque chose qui avait attrait à la police. Il y a aussi d'autres pays qui n'accepteront pas la reconnaissance faciale, des pays par exemple où beaucoup de personnes peuvent être voilées. On sera, pour des raisons culturelles, obligé d'utiliser plusieurs technologies biométriques. Sont aussi sur les rangs la forme des oreilles et bien sûr les systèmes associant toutes ces techniques. Une chose est sûre, à chaque nouveau procédé, c'est possibilités de fraude. Tiens, on a pensé aux porteurs de lentilles colorées? Et à quand un système capable de nous identifier instantanément grâce à un prélèvement de notre ADN? Maintenant que vous en savez plus sur les techniques d'enquête et d'espionnage, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz? À très bientôt.